Alors que le véritable visage de la colonisation se dévoile, un vent de révolte se lève sur les terres ivoiriennes. Au nord, un homme refuse de courber l'échine face à l'envahisseur. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de résistance indomptable. Samori Touré. Pendant plus de 10 ans, son armée va devenir le cauchemar des troupes françaises en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un chef de guerre ordinaire. Samori est un stratège, un bâtisseur d'empire. Il comprend que pour combattre une puissance moderne, il faut se moderniser. Il réorganise ses troupes sur le modèle européen. Il fait construire des arsenaux pour fabriquer ses propres armes et munitions, et il met en place une tactique de guérilla redoutable. Ses guerriers, les Sofas, lancent des attaques éclairs, fulgurantes, contre les garnisons françaises, apparaissant là où on ne les attend pas, avant de disparaître dans la savane. Son empire, le Wassoulou, est immense. Il s'étend des confins du Mali actuel jusqu'au cœur de la Côte d'Ivoire, une forteresse défiant l'avancée coloniale. La France, cependant, est une machine de guerre obstinée. Elle ne peut tolérer une telle poche de résistance sur la route de ses ambitions. À partir de 1892, la confrontation devient totale. Des colonnes militaires françaises, souvent dirigées par des officiers ambitieux et déterminés comme le futur général Gouraud, sont lancées à l'assaut de l'empire de Samori. Ce n'est plus une simple conquête. C'est une guerre d'usure. Une guerre brutale. La stratégie française est impitoyable, la politique de la terre brûlée. Les villages soupçonnés de soutenir Samori sont incendiés. Les récoltes qui nourrissent ses armées sont systématiquement détruites. Les familles sont dispersées, prises en otage pour faire pression sur les combattants. L'objectif n'est pas seulement de vaincre l'armée de Samori, mais de briser le soutien populaire dont il bénéficie, de l'isoler, de l'affamer. Les batailles font rage autour de villes stratégiques comme Kong, Odiéné, ou encore Bouna. Chaque colline, chaque rivière devient un champ de bataille. Les affrontements sont d'une violence inouïe, opposant les tirailleurs sénégalais, enrôlés de force dans l'armée française, à leurs frères africains, les Sofas mandingues. Année après année, l'étau se resserre. Poussé toujours plus à l'est, Samori est contraint à un exode constant, déplaçant sa capitale, ses troupes et une partie de sa population pour échapper à l'avancée française. Imaginez la scène. Des milliers de personnes en marche, fuyant les colonnes infernales, harcelées sans répit. Malgré cette pression immense, malgré la faim qui commence à décimer ses rangs, malgré la fatigue qui ronge ses guerriers les plus loyaux, Samori refuse de se rendre. Pour lui, capituler serait trahir son peuple, trahir l'idée même d'une Afrique libre. Il se bat jusqu'au bout, avec l'énergie du désespoir. Mais en 1898, près de Guélémou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'inéluctable se produit. Affaibli, trahi par la faim et l'épuisement de ses dernières troupes, le grand chef de guerre est capturé par surprise. La photo de sa capture est saisissante. On y voit un vieil homme au regard fier, digne, malgré la défaite. Avec sa chute, la France vient de faire tomber le plus grand rempart à sa conquête dans la région. Le Nord est vaincu, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si un guerrier est tombé, l'esprit de résistance, lui, est loin d'être éteint. L'âme ivoirienne n'a pas encore dit son dernier mot. Merci d'avoir regardé cette partie de notre histoire. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez découvrir la suite, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.